Bien, donc, le journal d'une femme de chambre, 1945, de Jean Renoir. Comme je pense que vous le savez, Jean Renoir a quitté la France en 1940, enfin tout début de 40, et il est parti aux États-Unis. Et là, il va avoir une carrière, il va rester 10 ans aux États-Unis. Il aura une carrière assez faible dans le sens où il va tourner peu de films. Et ici, en 1945, donc la guerre vient de se terminer, mais il est toujours retenu aux États-Unis pour une autre raison qui est une raison familiale. Il était tout bêtement bigame s'il est rentré en France, donc ça posait un problème. Donc, mais quand on voit ce film, on voit qu'il veut faire un film encore français, puisque c'est son seul film français, disons, depuis 1939. Et il est extrêmement intéressant, et en plus, c'est quand même très sensible quand je le revois aujourd'hui, de constater à quel point ce film clôt, je dirais, la période Renoir, 1930-1940, mais là, c'est le dernier éclat de ce cinéma-là, quand même toujours porteur de l'idéal de la République et de tout de tout ce que porte cet idéal. Et après, à partir des films suivants, L'Homme du Sud et surtout à partir du Fleuve qu'on verra la fois prochaine, là, il va passer à une autre pensée qui éloignera disons, la priorité politique ou la pensée idéologique à quelque chose de beaucoup plus cosmique. Et donc, ça sera autre chose, mais c'est pas aujourd'hui le moment d'en parler. C'est un film quand il est sorti en France dans les années 40, non, 50, non 48, oui, 48, 49, je sais plus quand est-ce qu'il était sorti en France, avait été pas très bien reçu par la critique. Renoir n'était plus dans l'esprit enfin, de la cinéphilie de l'époque. Et seuls quelques critiques, et en particulier André Bazin, avaient défendu le film totalement et absolument, et avec raison. Alors peut-être que des gens n'aiment pas le film, hein, c'est possible, ou le côté l'américanisation un peu de Renoir obligé de passer par ces codes hollywoodiens, mais je trouve qu'il s'en sort admirablement bien et surtout permet quand même de donner tout son sens au film, tout en respectant quelques conventions. En particulier, je trouve très beau le moment dans la serre où il l'embrasse, enfin lui évidemment le jeune homme bien, l'embrasse à la fin, c'est très archi-hollywoodien, mais à ce moment-là, après, évidemment, Renoir réintervient et il y a la force qui arrive, et le combat final et donc le sens profond du film tel qu'il se dégage. Alors, je préfère vous écouter maintenant, un tout petit peu, afin de savoir un peu vos réactions. Je trouve que le côté justement où il n'est pas trop dans Hollywood, c'est le fait que Patron. je trouve que le côté où il n'est pas tellement dans Hollywood et il sort des codes, c'est justement que c'est elle qui l'embrasse. Oui, en plus c'est elle qui l'embrasse. Enfin, là, sur ce détail, bien sûr. Oui, mais Ah voilà. bah oui, Je trouvais que c'était assez fort justement parce qu'elle assume sa sensualité et puis voilà. pas seulement que ça. C'est en réalité là où le film est très dans la lignée du Renoir depuis 1930. Parce qu'avant, dans le cinéma muet, c'est moins présent, mais c'est vraiment à partir de 1930 que ça apparaît, et surtout à partir de 32-33. Le thème majeur de Renoir, qui est celui de la liberté, avec ce qu'implique en même temps la République, etc., est très présent dans ce film, et c'est la toute première scène. Elle découvre la liberté dans la défense de la pauvre fille de salle ou fille de je sais pas quoi. Et d'un seul coup, là, dans le combat, elle se rend compte de ce que c'est que la liberté. Et là, on est totalement dans Renoir. Et de toute façon, tout le film est fait sur cette notion de liberté. Et
de ce point de vue, c'est une des qualités que je trouve dans ce film, c'est que Renoir n'essaye pas de nous faire une véritable adaptation du roman. Euh, on l'a déjà vu dans d'autres adaptations, en particulier c'est la fois dernière, celle de La Bête humaine de Parzola. Ici, ce que je trouve très, très fort dans le film, c'est que le discours de Renoir est réduit au symbole et au poétique. C'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, tout ce qui est donc déjà l'idéal de la République, et le quatrième principe dont je vous ai déjà parlé, qui est la propriété d'un droit sacré, ici totalement attaqué, puisque ça devient le sujet même du film, avec même sa représentation symbolique, qui est évidemment l'argenterie. L'argenterie, en plus, renvoyant, comme toujours chez Renoir, à toute l'histoire française, donc à l'aristocratie. Et est-ce que ça a impliqué? Alors, évidemment, l'idée, bon, je crois elle est chez Mirbeau, hein, le 14 juillet, où la bonne bourgeoisie qui se veut, qui est anti-républicaine, alors qu'elle a été fondée par elle, ou en tout cas elle a été constituée par elle, et qui se veut aristocratique, qui donc ferme les fenêtres le soir du 14 juillet pour ne pas entendre ces chants scandaleux, ou cette musique scandaleuse républicaine, ou révolutionnaire, enfin comme on veut. Là, Renoir le reprend, mais ça devient symbolique. Enfin, quand vous regardez le film, vous apercevez que tout ce qui était dans le discours direct dans les films précédents, là, devient véritablement une sorte de rêverie. Alors évidemment, toutes les rêveries renoiriennes sont présentes, à commencer par la fameuse aussi rêverie qui est apollinien dionysiaque. Vous aurez donc l'apollinien avec le côté elle et la chevelure blonde, enfin, elle est complètement solaire. Et l'autre, le domestique, étant totalement, je dirais pas, je n'utiliserai pas une expression d'ordre religieux. C'est pas, je ne serais pas, par exemple, comme chez Hitchcock. Chez Hitchcock, ce serait ténébreux, ce serait infernal. Lui, c'est simplement enfin, la face obscure et violente, disons ténèbre aussi quand même, ténébreuse. Donc c'est un beau ténébreux en plus, avec le regard cruel, et donc toutes les forces qui seront très intéressantes à retrouver quand on va voir le testament du docteur Cordelier, parce que vous retrouverez beaucoup de choses dans le testament repris, évidemment repensé et retravaillé autrement, et en particulier aussi, par exemple, donc la représentation, donc on parle du soleil, le côté solaire de Célestine, le côté ténébreux de l'autre domestique, du valet, le côté faune du capitaine d'à côté, tout à fait faunesque, et ça que vous retrouverez, que vous avez déjà vu dans la partie de campagne, que vous avez déjà vu dans la quasi-totalité des films de Renoir, dans la façon de diriger justement ce côté un peu faune, un peu joyeux, etc. Enfin, tous les éléments, et alors évidemment, Madame Lalande, ou Madame Lalande, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié le nom, enfin la patronne quoi, qui est absolument parfaite, où vous avez reconnu d'ailleurs une actrice merveilleuse qui joue chez Wells, qui joue d'ailleurs aussi dans Rebecca d'ailleurs de Hitchcock, et qui est Judith Anderson, et qui est une merveilleuse matrone terrifiante, et la représentation absolument parfaite de ce qu'a pu être toute une bourgeoisie au moment de la fin du 19e. Et en particulier les relations avec les domestiques. Et donc vous avez forcément aussi dans le film les rapports de classe qui sont aussi beaucoup plus manifestés ouvertement, mais pas du tout travaillés d'un point de vue conflit. C'est une fois de plus chez Renoir, la chose est là. Bon, il y a
il y a un rapport de classe. Ici, c'est un rapport de classe où, en effet, il faut sortir d'une classe pour entrer dans une autre. Et quel va être le choix? Et en définitive, le choix, évidemment, sera un choix moral, un choix poétique aussi. Et ce sera le choix, une fois de plus, de la liberté, je vous répète, qui est le mot-clé de Renoir, et en particulier dans tout ce cinéma des années 32 à 1945, avec ce film.